Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet atelier sur la transmission. Nous avons la chance, l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Caroline Melon, qui est autrice, metteuse en scène de la compagnie De Chair et d'Os, qui est co-autrice aussi de l'excellent livre anti-manuel de projet de territoire, dont elle va nous parler très longuement ce matin. Et Aurélien Jacquan, qui est maître de conférences, sociologue bien connu dans nos milieux, mais si, c'est vrai, Aurélien, à Paris-Nanterre. En fait, cette rencontre sera sous le signe du désir. Je pense qu'on ne le convoque pas suffisamment dans notre monde, dans le milieu culturel. Et en fait, Caroline et Aurélien nous parleront de désir. Caroline nous parlera de la façon dont on suscite le désir lorsqu'on est un artiste ou une artiste avec une équipe et lorsqu'on s'installe dans un territoire, dans un lieu, dans un théâtre, dans une commune, et comment, à partir d'une page blanche, elle vous l'expliquera bien mieux que moi, comment à partir d'une page blanche, on rencontre la population d'un territoire et on crée avec elle. Ça, ce sera la première partie de cette rencontre. Ensuite, Aurélien nous parlera de la façon dont on essaie de faire renaître du désir dans les écoles de musique, dans les conservatoires, à partir de l'étude qu'il a menée et les recherches qu'il a menées sur les conservatoires et les écoles de musique au moment de la renégociation des schémas départementaux de l'enseignement artistique que vous connaissez bien. Bonjour à toutes et tous. Je suis un peu impressionnée, puis je suis très honorée aussi de la proposition que m'a faite Culture Co d'intervenir ce matin. Donc je vais vous parler en effet de cet anti-manuel de projet de territoire dont le sous-titre est Processus déconvenu et réjouissance, édité par les excellentes éditions de la Tribu. En fait, je vais vous raconter le prisme qu'on a pris pour raconter notre méthode de travail. C'est en particulier un projet qu'on a mené sur la ville de Libourne, qui est une ville en Gironde, une ville de 24 000 habitants à peu près, qu'on a mené pendant 3 ans. La première chose que je voudrais dire pour me présenter un petit peu, c'est que donc en effet je suis autrice et metteur en scène de quelque chose que j'aime pas bien appeler compagnie de théâtre parce que je trouve pas vraiment qu'on soit une compagnie, mais bref, qui s'appelle De Chair et d'Os. Et c'est pareil, autrice et metteur en scène, c'est le mot que j'ai trouvé pour essayer de raconter ce que je fais, mais j'ai un peu du mal à le préciser, et en fait ça me va bien ce flou de pas forcément savoir exactement dire. Je suis artiste depuis 7 ans, je me définis comme artiste depuis 7 ans seulement, puisque avant je dirigeais une structure, je dirigeais un festival qui s'appelle Chahut à Bordeaux, et qui est un festival très engagé sur les questions sociales, puisque le quartier dans lequel il était situé, le quartier de Saint-Michel, était à l'époque, même s'il s'est beaucoup gentrifié depuis, un quartier très fort d'accueil des différentes populations migrantes au cours du siècle, et très récemment aussi. J'ai donc fait ce pas, je suis passée de l'autre côté il y a 7 ans, et je suis devenue artiste, mais pour moi, mon enjeu est toujours le même, ma fonction a changé, mais mon enjeu c'est toujours le même, c'est très simplement comment est-ce je peux générer des espaces de parole, des espaces d'échange avec des personnes très différentes, et en particulier les personnes les plus fragiles et celles qui n'ont pas forcément toujours le droit à la parole. Je vais vous montrer des photos. Donc là pour l'instant, en fait toutes les photos c'est des photos d'Yvan Maty qui est le photographe du projet. Pour l'instant je vais surtout pas les commenter, et d'ailleurs je vais essayer de pas les commenter parce que sinon je vais mettre 1h30 et ça je vais me faire engueuler, ça va pas être possible. Donc je vais pas forcément les commenter, mais ça vous donne une idée esthétique, ça vous raconte tout ce que je ne raconte pas avec la parole. Il y a aussi, on documente énormément notre travail. Donc sur le site de chairedos.fr, vous avez
beaucoup d'informations en dehors de l'anti-manuel, mais il y a beaucoup d'informations sur l'ensemble de nos projets. Pour vous dire aussi, vous donner une autre idée, je suis en projet depuis 3 ans à Brest, et on a une création qui sort en avril. Là, c'est une double commande du Fourneau, le CNAREP et de la Scène nationale. On a mené un projet avec le Grand T pendant 3 ans. J'étais 4 ans artiste associé à Nantes. Voilà, donc on se déplace sur les différents endroits de projet avec la même méthodologie. Notre enjeu principal, quand j'ai quitté Chahut, je me suis dit je veux à tout prix sortir de ce truc de on est pressé, on doit arriver à un résultat, on est toujours dans 1000 projets et on veut absolument, il faut arriver au festival d'après, il faut aboutir à ça, et je voulais absolument sortir de ça et prendre mon temps. Et donc c'est pour ça que le premier enjeu, c'est de se dire on va mener des projets sur 2-3 ans, parce qu'avec le temps, c'est la seule manière qu'on a de créer de la confiance, de créer de l'écoute réciproque, de se mettre vraiment à l'écoute d'un territoire. En fait, on a besoin de ce temps-là. Et l'autre enjeu, c'est de ne pas savoir où on va. C'est qu'en fait, en début de projet, je vais vous le raconter un peu mieux, mais on est d'accord ensemble avec le commanditaire ou la commanditaire qu'on ne sait pas où on va. Parce que si on savait déjà où on va, et ben en fait, on ne serait pas à l'écoute et on n'écrirait pas un projet dans la dentelle comme ce qu'on aime faire. Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu de la méthode qu'on emploie. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'anti-manuel, là, il porte son nom pour cette raison-là. C'est surtout pas un livre de recettes, en fait. Voilà, c'est l'inverse d'un livre de recettes. C'est le témoignage de nous, notre façon de faire et de ce projet-là. Ça nous semblait important et c'est une commande des collectivités d'avoir donné les moyens pour créer ce livre. Donc la DRAC, l'IDAC, qui est l'agence culturelle départementale, et l'OARA, qui est l'agence culturelle régionale, qui ont dit, voilà, ce serait vraiment intéressant qu'il y ait une trace de tout ce process. C'est comme ça qu'on a fait ce bouquin. Donc la méthode de travail, vous allez voir, je vais commencer à la raconter, puis après je vais passer à autre chose, parce que j'ai parfois un petit peu de mal à moi-même me tenir à mes cadres. Mais donc là, ça commence toujours par une phase de commande. Et ça, c'est vachement important. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, en tant qu'artiste, j'aime qu'on me passe commande, parce que j'aime les règles du jeu et j'aime les contraintes. Ça ne veut pas dire que je dis oui à tout. Ça veut dire qu'en fait, cette phase de commande, elle va parfois durer 6 mois, parfois 8 mois. À Nantes, c'était presque une année entière. Et on décortique ensemble, on va se raconter, le commanditaire va nous dire, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous travaillez sur ce territoire, donc qui peut être à l'échelle d'un jardin comme à Nantes, ou ça peut aller comme une métropole comme Brest de 220 000 habitants. Et donc on va passer du temps à essayer de déjouer aussi tous les attendus, tous les accords tacites. Par exemple, ça pourrait être de l'ordre de nous demander de nous adresser à tout le monde. Ce qui pour nous ne veut rien dire, s'adresser à tout le monde. Donc on va prendre le temps de creuser et du coup créer un vocabulaire commun. À l'issue de la phase de commande, on a un texte de commande, ils sont sur nos sites, les textes de commande des commanditaires. On a des objectifs communs, un budget, un calendrier. Ce qui permet derrière d'évacuer ces questions-là, en fait. En particulier les questions budgétaires, on s'est mis d'accord sur une somme. Alors je vous spoil la fin tout de suite, parce que ça c'est une question importante. Un projet comme ça, c'est entre 35 000 et 50 000 euros l'année. 35 000, c'est Libourne, parce qu'on n'habite pas loin, parce qu'on est à Bordeaux, et que donc il n'y a pas tous les frais de transport. Et après, ça peut aller jusqu'à beaucoup plus. Enfin, jusqu'à 50 000. Donc après la phase de commande, on entre en phase sensible. Les photos que vous avez vues avant, là, c'est les photos de la maison. Quand commence le projet, en fait, quand Tiffaine Giry, la directrice du Libournia, le théâtre de Libourne, nous passe commande, en fait, elle, ce qui lui arrive, c'est que la ville vient d'avoir en legs une maison par une dame qui est morte à 94 ans, Janine Gradiana, qui lui a légué cette maison pour en faire un lieu social et culturel. La proposition de Tiffaine, la commande, c'est pas que nous, on s'occupe de préjouer ce que va être ce lieu après, c'est vraiment de travailler sur la mutation de ce lieu. Ça, c'est un peu une de nos spécificités, les mutations des lieux en travaux, etc. C'est un peu notre dada. Et donc, on rentre dans cette maison. Les photos que vous avez vues avant, c'est quand elle était encore... C'est juste avant la vente aux enchères, en fait, quand elle était encore habitée. Donc, vous imaginez que nous, on rentre là-dedans, c'est la caverne d'Ali Baba, quoi. C'est-à-dire qu'en termes d'imaginaire, tout de suite, c'est juste merveilleux, en fait, de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter à partir de cette histoire-là. Donc, Tiffaine, elle nous passe commande de faire un travail de mutation autour de cet endroit, et en même temps, de 3 ans pour mettre la ville en récit.
C'est ça notre départ. Nous, ce qu'on va commencer à faire, c'est ce que vous avez vu sur les images derrière, c'est qu'on va habiter dans cet endroit. Et c'est toujours ce qu'on fait. Quand on nous confie un quartier ou une ville, on commence par y vivre, et donc on rentre en phase sensible, c'est notre deuxième phase. C'est la phase où on va faire les éponges, où on va vraiment prendre le temps de se balader, de sentir. On va dans les bars, on discute avec les gens. On n'est pas encore avec notre casquette d'intervieweur. On écoute et on essaie de ressentir. Et dans cette phase-là, on a interdiction d'écrire un projet. On a interdiction d'écrire une histoire. Parce qu'en fait, si on écrit une histoire à ce moment-là, on va juste projeter nos désirs d'artiste à ce moment-là. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter de faire. On les insérera plus tard, nos désirs d'artiste, mais à ce moment-là, on se met à l'écoute, en fait. Donc, on commence par habiter cette maison, et puis on va plonger dans les archives, reconstituer les arbres généalogiques. On va beaucoup travailler avec la responsable des archives de la ville pour nourrir, en fait, tout notre imaginaire. On va aussi beaucoup travailler avec des jeunes. Vous avez sans doute vu des photos. On travaille avec des jeunes de la mission locale. Alors bien sûr, on déploie avec le théâtre et avec nos partenaires toujours toute l'armada de travail d'action culturelle. Donc pour aller travailler avec les personnes les plus isolées, les plus fragiles, etc., on va aller travailler avec les méthodes que vous connaissez tous et toutes déjà de l'action culturelle. Sauf qu'on va encore ouvrir un peu plus. Et comme on reste très longtemps, ça nous donne le temps, en fait, d'aller chercher, d'aller rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces projets-là. On en fait 2 créations à la fin de l'année. Les Murs, qui est un puzzle épistolaire, où en fait, les gens vont se promener, ils rentrent à un quart d'heure de distance, chacun à l'intérieur de la maison, et ils vont trouver des lettres, puisqu'on a construit une énorme fiction à partir de tout ce dont on s'est nourri. Et donc ils vont tomber sur des lettres qui leur racontent une histoire qui est un peu un soap-opéra sur cette histoire italienne d'une famille arrivée immigrante au 19e siècle dans la ville de Libourne, qui a construit une cimenterie, qui a construit un empire. Et c'est toujours comme ça, nous, qu'on construit nos créations, c'est qu'on articule des choses très contextuelles de la ville à une histoire beaucoup plus globale, en fait, et toujours à des histoires intimes, ce qui permet aux spectateurs, aux spectatrices d'être en empathie, de se projeter dans tel ou tel personnage, etc. Les Murs, là, ça se déroule pendant le festival Festar, qui est un gros festival des arts de rue annuel. Là-dessus, il y a 300 places. C'est pris d'assaut de suite, et c'est plein tout de suite. Et donc, ça crée énormément de frustration. Ça, on le sait depuis le début parce que, en fait, pour nous, c'est une stratégie. On a quand même, par stratégie, à côté de ça, créé les Soubassements, que vous verrez après, qui est une exposition qui fait le récit du process, en fait, mais vous en verrez les photos juste après. Ça nous permet d'avoir une jauge. Les Soubassements, c'est 500 de jauge. Donc, on monte la jauge, et ça, c'est pareil, c'est plein tout de suite. Et du coup, ce que ça fait, c'est que ça crée de la frustration, et donc la frustration, comme tu le disais, Eric, tout à l'heure, c'est du désir. Et ça fait qu'en fait, ce qui va être assez fou, c'est qu'on va plus entendre parler du spectacle l'année d'après par les gens qui n'y sont pas venus et qui sont frustrés ou par les gens à qui on a raconté. C'est-à-dire qu'il y a une forme de rumeur qui se met en place. Et pour nous, c'est vraiment important, cette rumeur-là, des gens qui nous croisent et qui nous disent « Ah, mais c'est vous, on a entendu parler de votre truc, on aurait bien aimé y aller, on est frustrés, etc. » Et nous, ça nous permet de leur dire « Embarquez avec nous pour la 2e année. » Donc la deuxième chose, les Soubassements, c'est donc le récit de l'ensemble du processus, parce que nous, on considère on s'est rendu compte qu'en fait, raconter le processus de travail, ça intéressait plutôt les gens. Donc voilà, c'est les images qui arrivent. Ce que vous venez de voir, c'est qu'à la fin des Murs, les personnes étaient invitées à arriver dans un studio photo à la fin du parcours, et on leur proposait de se costumer en un des personnages du récit. Il y avait tous les costumes et on les prenait en photo. Cette photo est par un photographe, Yvan Maty, toujours le même, qui est un photographe de mode et d'architecture, c'est pour ça qu'on l'avait choisi. Et en fait, il recevait par la poste, après ces images-là, les gens, ils ne les avaient pas tout de suite. Et ce qui nous a permis de commencer la 2e année par une exposition. L'ouverture de saison du théâtre, à la rentrée d'après, de la 2e année, elle se fait autour de cette expo. Donc on expose tous les portraits de tous les habitants qui se sont costumés. Et ça donne évidemment l'occasion de trucs assez rigolos, puisque tout le monde cherche son voisin, sa voisine, etc. Et on en profite aussi pour tout le texte, toutes les lettres, toute la fiction qu'on a écrite, on les lègue aux archives de la ville. Et ça, pour nous, c'est un truc hyper important. Lors d'une cérémonie, on remet à l'élu culture... et en fait, la fiction rentre
dans les archives de la ville. Première année, on était sur une maison, donc sur l'intime, la famille, vraiment des rapports très intimes et des relations très précises, le cercle proche. Deuxième année, on se dit maintenant, on va s'intéresser à comment les gens vivent ensemble à Libourne. Donc on monte de focus et on rentre sur le centre-ville, qui est à ce moment-là, puisque depuis c'est plus le cas, mais un centre-ville plutôt en déshérence avec plein de vitrines vides. Donc on se dit, on va s'installer vivre dans ces vitrines. Et donc on met en place toute une scénographie où en fait la rue de la centrale est notre couloir de notre maison. Et dans une vitrine, on a notre chambre, dans une autre, on a notre salon, etc. Et tout est monochrome, c'est-à-dire que donc on se lave les dents à vue, on vit à vue en fait pendant toutes les périodes de résidence, ce qui plaît plus ou moins, en particulier aux commerçants autour qui eux s'attendaient à une animation de Noël pour faire vendre un petit peu les choses. Donc ça fait partie des choses. Parce que là, je ne vais pas vous raconter tous les écueils, mais par contre, c'est vraiment ce qu'on a essayé de creuser dans l'anti-manuel. Donc oui, tout est monochrome et en fait, la règle du jeu, c'est qu'on doit se changer nous et être habillé de la couleur de la pièce à chaque fois qu'on y rentre. Et entre les deux, dans le couloir, on est habillé comme ça là en peignoir et en talons dorés. Donc moi et mon collègue Jonathan Macias. Bon, ça c'est un vœu pieux, c'est-à-dire ça fait partie des choses qu'on abandonne assez vite parce que c'est infaisable en fait de passer la journée à se changer. Donc on abandonne ça. Et donc c'est une année où on va passer énormément de temps à faire beaucoup, parce que j'en arrive à ma deuxième phase que je n'ai pas racontée. Deuxième phase du projet, c'était le cas pour la première année, c'est la même process à chaque fois, c'est la phase documentaire. Donc c'est le moment où on sort de la phase sensible et on va vraiment lire tout ce qu'on peut de démographique, de sociologique, d'économique, on va lire tous les plans d'urbanisme pour la ville et on va rentrer, on va faire beaucoup d'interviews. Je pense que là on fait 40 interviews sur la ville de Libourne, donc avec des commerçants, des habitants, on va rencontrer plein de gens différents, mais aussi sur les thématiques qu'on a envie de creuser. Par exemple, Libourne est à côté de Saint-Émilion, c'est un endroit où il y a ce qu'on appelle le croissant de la pauvreté, c'est-à-dire que voisine une pauvreté très importante, plus importante qu'ailleurs en France, enfin que dans d'autres endroits ailleurs en France, pour les ouvriers agricoles, que voisine bien sûr un coût incroyable des terrains de la vigne. Voilà, donc c'est une des spécificités, donc ça on va creuser ça. Les pesticides liés à ce que produit la vigne, etc. C'est-à-dire à nouveau on rajoute toujours des sujets de société beaucoup plus larges à l'histoire qu'on raconte. On travaille, et ça c'est encore la chose géniale du travail de 3 ans, c'est que là on s'engage avec une classe de terminale d'art plastique et une classe de CAP service et cuisine, et on sait qu'on va bosser ensemble pendant 2 ans. Et ça, enfin une classe de première, pardon, et ça c'est vraiment génial parce que c'est pareil, ça nous permet de développer de la confiance, du relationnel de manière extrêmement profonde, ne serait-ce que parce qu'on sait qu'on est ensemble l'année d'après, et qu'on va se retrouver en fait. Il y a quelque chose d'un ancrage vraiment. Donc c'est eux que vous voyez là en train de saluer, les CAP service et cuisine, puisque donc à la fin de la deuxième année, on fait 3 formes. La première, c'est celle que vous avez vue avant, c'est ce qu'on appelle du cinéma muet, et donc on rassemble le public, il y a à peu près 300 personnes, qui regardent dans une vitrine des scènes se jouer. Ces scènes sont jouées uniquement par des habitants-habitantes, avec lesquels on a bossé en amont, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de très important dans notre travail, c'est qu'on implique plein d'habitants-habitantes que nous, on appelle des complices. C'est-à-dire qu'on ne les appelle pas des bénévoles, même si c'est leur statut, mais complices, pour nous, c'est une façon de reconnaître leur implication et leur petite part d'autorat, en fait, dans ce travail-là. Donc, on a écrit une histoire, la deuxième année, qui est une pièce de théâtre, où s'empaillent des personnages extrêmement archétypaux sur l'évolution de la ville. Par exemple, on a Alban, qui est architecte, qui est en train de construire un golf écologique, et qui s'empaille avec Véronique, qui est éducatrice spécialisée, et ils n'ont pas du tout le même point de vue sur la ville, et ils s'engueulent comme ça lors d'un apéro compost. Donc ça, c'est ce que le premier soir, les gens voient en cinéma muet, puisqu'ils n'entendent pas ce qui se raconte dans les vitrines. Il y a une grosse playlist, ils voient juste et on leur dit pour la suite, venez demain et après-demain. Et le lendemain et après-demain, c'est ce que vous voyez maintenant, ça s'appelle Parler boutique. En fait, les gens sont réunis par groupe de 20, et ça on le fait je ne sais pas combien de fois dans le week-end,
Et c'est les spectateurs, spectatrices, qui lisent le texte de théâtre. Et donc qui prennent les mots sans savoir ce qu'ils vont lire avant. Ils choisissent de lire Véronique ou de lire Alban. Ce qui donne évidemment des tas de réactions hyper drôles, puisque les gens disent « non, moi je veux pas dire ça », etc. Bon. Et nous, notre enjeu, quand on a fait cette deuxième année, ce qui était super important pour nous, c'était de se dire, à la fin du spectacle, on veut que les gens restent à discuter. On veut qu'en fait, ça produise du débat sur l'évolution de cette ville, ses choix urbanistiques, etc. C'est-à-dire on veut que les gens se sentent concernés, autorisés à dire « bah oui, mais en fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, etc. » Et ça marche. Les gens restent vraiment à discuter après. Et puis, la troisième partie, c'est qu'on fait une expo où, avec des portraits des commerçants, où on raconte un peu leurs histoires. Et puis, on fait ce temps-là que vous voyez là, qui est un temps où plein de partenaires différents sont invités et chacun va raconter son bout du projet. Et la personne du Libournien qui s'occupe de l'action culturelle des relations publiques, elle dit, ce soir-là, je me rends compte de l'ensemble de la mosaïque qui avait produit ce projet, en fait. C'est vraiment des projets qui se font par plein de petites touches, plein de petits bouts. Et en fait, souvent, on ne voit pas vraiment... personne ne voit vraiment l'ampleur et l'ensemble des endroits où sont tout le monde. Et donc, oui, pour finir sur les CAP services et cuisine, eux, pendant Lèche-Vitrine, pendant le cinéma muet, c'était un peu un théâtre à la Molière où on mange, on parle, on boit, puisque de toute façon, on ne dérange pas les comédiens puisqu'ils sont dans une vitrine. Et donc, les CAP services et cuisine avaient conçu un repas monochrome et ils servaient des bouchées vertes quand c'était la pièce verte, etc., à tout le public. La fin est l'année Covid, donc qui va nous empêcher de faire tout ce qu'on voulait faire, puisque la troisième année, on continue notre dézoomage, là, et on se dit, maintenant qu'on a travaillé sur comment les gens vivent ensemble à Libourne, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue collectif, on prend encore de la hauteur et on se dit comment cette ville accueille les gens qui arrivent et qui en part aussi. Parce que sur toute ville qui a des évolutions, on connaît bien l'histoire de la gentrification, il y a plein de gens qui partent et qui arrivent, etc. C'est une ville qui, à ce moment-là, est en début de gentrification. Je n'ai pas les chiffres pour vous dire aujourd'hui, mais il y a des gens plus compétents que moi dans la salle, je pense, qui pourraient dire. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est le virage, en tout cas la volonté politique du maire, très forte. Il fait plein de campagnes de pub pour dire c'est la rive droite de Bordeaux, donc il y a cette volonté d'amener en fait de nouveaux habitants dans cette ville. Donc je termine, dernière année, tout ce qu'on voulait faire sur le fleuve, ça saute. On était pourtant très excités, je vous le dis, on devait faire une croisière sur la Garonne, de chez nous, Bordeaux, jusqu'à Libourne, et boire des cocktails trop sucrés et pas assez alcoolisés, et voir ce que ça racontait d'être chez nous en croisière. Le croisiériste avait accepté de faire un partenariat pour qu'on regarde, en fait, nous, cette arrivée, cette chose-là de la croisière. Bon, ça a été annulé. Donc, en fait, on fait autre chose. Tiens, on va s'arrêter 2 secondes là, parce que c'est très clair. Du coup, on est aussi obligé de se rapatrier dans le théâtre, alors qu'on avait écrit un truc complètement différent. Bref, et c'est toujours l'enjeu de ces projets-là, c'est qu'on est en réécriture permanente, en adaptation permanente par rapport au contexte. Et donc, on conçoit cette tablette-là que vous voyez, qui fait plus de 300 mètres de long et qui court dans tout le théâtre. Et dans tout le théâtre, sauf à l'endroit de la salle, c'est-à-dire là où les gens ont l'habitude d'aller, c'est le seul endroit où on ne va pas. Et en fait, sur cette tablette sont exposés les 300 objets du projet. On a fait un inventaire des 300 objets importants. Et quand les gens, donc, ils sont disposés 1 mètre par 1 mètre, et à ces objets sont affiliés un récit, une petite histoire. Et on dit aux gens, quand ils arrivent, au public, pareil, ils y vont un par un, et on leur dit, ici, il y a un objet pour toi. Il y a un objet qui t'attend. Et quand tu le vois, tu le prends. Et quand ils arrivent à la fin du process, ils arrivent devant les archives. Là, il y a tout le service des archives, enfin bon, elles sont 3, hein, tout le service des archives, mais quand même, qui est là pour recueillir leurs paroles. Et parce que les gens répondent à pourquoi ils ont pris cet objet et qu'est-ce qu'ils ont à dire à la ville. C'est ce qui va être donné aux archives, à nouveau, en fin de projet, que le maire pourra les consulter s'il le souhaite. On ne sait toujours pas s'il l'a fait ou pas, tous ces avis des habitants. Et puis, il ne reste que la silhouette de l'objet. Ce qui signifie qu'en fait, la première personne qui rentre, elle a devant elle 300 objets. La dernière personne qui rentre, elle a devant elle que des silhouettes, que des mots des autres et un seul objet pour elle. On a été hyper surpris parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les gens étaient hyper intéressés par les deux.
C'est-à-dire que les gens, nous, on croyait qu'ils allaient mettre 1 heure à faire le parcours et en fait, ils ont mis certains 2 heures, donc on se faisait engueuler. Et puis, dernière chose, bon, il y a plein de choses que je ne vous raconte pas, mais il y avait aussi dans ce parcours des mémoires vivantes. Donc ça, c'est le bureau des archives, c'est Marion. Donc des habitants, des habitantes qui racontaient un bout de leur histoire avec Libourne, donc ça, c'est tout un travail d'atelier qu'on fait avec eux et elles pour raconter leur point de vue sur la ville. Et on avait bossé avec plein de jeunes de la mission locale aussi cette année-là. À la fin, il y a toujours une phase de trace dans ces projets. Donc si je refais la méthode, phase de commande, phase sensible, phase documentaire, après phase de création, où on invite plein de gens à venir bosser avec nous, phase d'activation, c'est la phase de spectacle, et puis phase de trace. Là, il se trouve que, comme je le disais tout à l'heure, on a eu un soutien des collectivités important pour faire ce bouquin. Ce n'est pas toujours un truc aussi gros, mais il y a toujours quelque chose qui va témoigner, aussi parce que ce sont des projets très invisibles sur leur process, et c'est important de pouvoir témoigner et d'en garder souvenir aussi pour l'ensemble des participants-participantes. Merci. Alors, je suis ravi d'être là. Je remercie beaucoup Culture Co de m'avoir invité pour cette 3e édition de ces rencontres. Alors, j'ai eu une commande un peu particulière parce qu'en général, les universitaires, ils sont là pour faire des restitutions d'enquêtes, de travaux qu'ils mènent, etc. etc. J'adore faire ça. Mais là, on m'a dit, non, Aurélien, c'est bon. Essaye de nous tenir un propos engagé. Ça a été la commande, un propos engagé. Alors, j'ai pas trop l'habitude d'un propos engagé, moi, donc ce qui évidemment me sort un peu de mes sentiers battus, mais comme je vais vous l'expliquer rapidement dans quelques instants, j'ai eu l'opportunité de travailler depuis un certain nombre d'années à la fois sur les pratiques amateurs et à la fois sur les schémas départementaux des enseignements artistiques qui occupent et qui vous occupent, vous, les collectivités départementales, depuis un certain nombre d'années. Et voilà, et la commande du coup qui m'a été faite, comment demain on peut penser un peu les enseignements artistiques, les lieux de pratique artistique, et cette question notamment, alors des enseignements, mais je vais dire un gros mot, mais je le dis tout de suite, comme ça c'est fait, des pratiques artistiques en amateur, puisque c'est un peu le sujet autour duquel on tourne quand on parle de ces questions des enseignements artistiques, mais sans jamais réellement le nommer. Et puisque Eric nous a lancé sur la question du désir, oui, comment rendre ces enseignements artistiques plus désirables, et puis comment repenser un peu à la manière de ce que tu as dit, Caroline, l'interaction, les interactions, les relations qui se tissent dans les lieux où on transmet des pratiques artistiques, les écoles de musique, les conservatoires, parce que c'est véritablement là ce modèle qui d'une certaine manière, est en crise aujourd'hui. Alors, avant de commencer, et peut-être comme ça, histoire de mettre un peu le pied à l'étrier, et de vous dire pourquoi moi je travaille sur ces questions-là, et derrière les aspects un peu techniques des choses que je vais présenter, voilà, qu'est-ce que je cherche, moi? On est chercheur, on cherche un truc, on ne trouve pas toujours. Bon, des fois on trouve, des fois on a puis des fois on a des grands moments d'incertitude. Voilà, on ne sait pas très bien si on va y arriver. Donc la question du désir, elle est un peu fondamentale. Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu une paire de fois, mais c'est pas grave. C'est quand mon travail de chercheur a démarré, il s'est construit autour d'une question: qu'est-ce qui crée le désir de culture et comment ça fonctionne? Donc on était quelques jeunes. Alors, j'habitais pendant 10 ans à Avignon, donc au lieu de l'activité culturelle, des rendez-vous et des rencontres du monde et du microcosme de la culture. Donc, on était autour des années 2000. Je commençais à élaborer ce qui allait plus tard être un projet de thèse. Et puis, on était quelques collègues comme ça à discuter, comme on le fait, comme les festivaliers le font en plein festival d'Avignon, à une terrasse d'un café, sur ce qu'on faisait. Et donc, on parlait de théâtre, de culture, de sociologie. Et puis, ça a dû intéresser quelqu'un qui était à côté de nous, puisqu'une personne se retourne comme ça et nous dit: ah, mais moi, vous savez, le théâtre, c'est incroyable. J'étais dans la cour d'honneur, dans le Palais des Papes, j'ai vu Jean Vilar, j'ai vu Gérard Philippe, le prince de Hombourg. Et la personne commence à nous raconter comme ça comment ça avait transformé sa vie, et que vraiment c'était un souvenir incroyable, et que le théâtre, pour lui, ça comptait, que ça allait. Voilà, c'était quelque chose qu'il portait et qu'il défendait de manière assez enthousiasmante. Alors, aussitôt, nous, apprentis sociologues, on sort nos carnets, on commence à noter, et puis on pose une question, et bon, et alors du coup, cette année, là, au festival, qu'est-ce que vous nous conseilleriez d'aller voir, etc. Et la personne nous fait une réponse comme ça, où on comprend qu'en réalité, elle n'était jamais retournée au théâtre.
Et donc, du coup, depuis cette expérience fondatrice d'il y a une trentaine, quarantaine d'années, il n'y avait pas forcément, elle ne s'était pas réincarnée dans une pratique continuée. Et du coup, c'est forgé pour moi la conviction que comprendre ce que c'est qu'un rapport à la culture, c'est évidemment l'aborder sous la question de l'émotion, sous la question du qualitatif, sous la question qu'une fois finalement, une expérience une fois dans la vie, ça peut transporter, ça peut animer quelqu'un pendant de nombreuses années. Et ça, c'est extrêmement important parce que après, je suis devenu sociologue, j'ai fait des statistiques sur les pratiques culturelles, et quand on sait qu'un peu moins de 20% des Français vont au moins une fois par an au théâtre, qu'en réalité, on va en parler tout à l'heure, un tiers de la population, à peine 30% des Français ont des pratiques artistiques en amateur, 10% des Français font de la musique, eh bien, il y a quand même une nécessité à rendre ces expériences au moins une fois dans la vie encore plus nombreuses et encore plus fortes. Et je pense que c'est aussi un des enjeux, pour faire le lien avec ce qui nous anime aujourd'hui, la question des enseignements artistiques. Quand on est sociologue, on s'intéresse forcément aux inégalités sociales. Les inégalités, alors on parle d'accès, faut-il encore parler d'accès, mais les inégalités de rencontre avec l'art et avec la culture sont extrêmement fortes, extrêmement persistantes, et pourtant, ça fait plus de 50, 60 ans qu'on en parle. Donc il y a vraiment, sans doute peut-être parce qu'on n'a pas abordé la problématique sous le bon angle, qui est sans doute la question je pense effectivement du désir, comment on crée de l'envie, comment on fait arriver les gens non pas dans les lieux culturels, mais on crée un intérêt pour l'art, et qu'à partir de là, peut éventuellement ou pas, mais ce n'est pas une obligation, s'engager une pratique continuée, une pratique de long terme. Et c'est à ces moments-là, finalement, que travaillent les lieux d'enseignement artistique tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Un élément de cadrage, puisque... voilà, vous savez, je pense que vous connaissez tous ce point de départ qui a été la loi de 2004, qui a été le moment où l'État, dans une délégation de compétences, dans un élan de délégation de compétences à destination des collectivités, leur a confié la mission de adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Comme je l'ai mis dans cet extrait, là, ce schéma élaboré en concertation avec les communes et a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès, on y revient, à l'enseignement. Alors, ça a été un point de départ. En réalité, c'est la loi de 2004. Et puis après, moi, j'ai eu l'opportunité de faire 10 ans plus tard une étude à la demande du ministère de la Culture et de l'Assemblée des départements de France, que tu présidais à ce moment-là, Claudie. Et donc, ça nous a permis de faire un bilan à 10 ans. Donc, je présentais quelques petits éléments quand même de ce travail-là. Et la question, c'est de savoir si 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, les choses ont réellement changé, et je spoil un peu. En réalité, il n'y a pas eu beaucoup de changements, et c'est bien là où il faut s'interroger sur les raisons de l'immobilisme. Il y a des choses qui ont changé, bien entendu, mais on n'est pas encore arrivé à ouvrir la boîte noire qui est celle du fonctionnement des écoles de musique et de la manière dont on envisage la transmission de ces pratiques artistiques. Il faut savoir aussi, c'est très important, que cette loi de 2004, elle est arrivée avec une histoire que vous connaissez tous, qui est évidemment marquée par le plan Landowski en 1969, d'un plan pour les structures musicales. Alors c'est important, j'ai voulu revenir ici sur ces deux éléments pour marquer deux choses. Premièrement, c'est que ce schéma, il raconte la position particulière que doivent occuper les collectivités départementales sur cet aspect des enseignements artistiques. C'est une position d'intermédiaire. Cette politique des enseignements artistiques, elle est possible, mais elle est possible à une condition, que les communes et les communautés de communes s'en emparent également. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le département joue un rôle de médiateur avec les autres collectivités, un rôle d'animateur d'un schéma, mais ces politiques publiques-là, elles sont possibles qu'en lien et en concertation avec les communes. Donc ça pose une question très forte, ça pose une question de la manière dont ces collectivités-là peuvent s'emparer de ces questions-là à un moment donné. Et on le voit très bien, on le voyait en 2015, on le voit encore très très nettement aujourd'hui, les territoires où ces politiques publiques sont les plus développées, c'est les territoires où l'intercommunalité est historiquement la plus structurée et la plus développée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est le point que je voudrais discuter aussi aujourd'hui, c'est l'antériorité avec le plan Landowski qui va en fait définir
ce que vont être les missions des écoles de musique et des conservatoires. Landowski fait le constat dans les années 60 d'une espèce de désert, de retard culturel de la France sur le développement des enseignements artistiques d'une part, mais surtout sur la professionnalisation des mondes, notamment de la musique et des équipements pas assez nombreux à l'échelle des territoires. Et cet épisode-là, qui d'une certaine manière encore imprime son modèle sur la conception de la transmission dans les écoles et les conservatoires, est un modèle qui est construit pour des professionnels. L'idée, au départ, c'est de former des professionnels, des gens qui vont devenir des musiciens professionnels, des musiciens d'orchestre. Or, aujourd'hui, c'est à peu près entre 1 et 2% des élèves qui sont dans les conservatoires qui vont devenir des professionnels de la musique. D'accord ? Donc, il y a une espèce de décalage entre, d'un côté, un projet initial qui dit, bah oui, il faut équiper, et puis la réalité alors hier on a employé le terme des usagers, des publics, des gens qui viennent, des individus, des enfants, beaucoup majoritairement, qui viennent dans ces établissements-là pour apprendre, pour rentrer en contact avec l'art et puis développer éventuellement une pratique artistique. Et donc ce décalage, il est important parce qu'il pèse durablement sur les représentations des missions de ce que c'est qu'une école, de ce que c'est qu'un conservatoire. Alors, quelques éléments de constat qui vont me servir après à identifier peut-être ou dresser deux perspectives. De 2004 à 2023, en réalité, il s'est passé évidemment un certain nombre de choses. Les schémas ont eu... donc moi j'ai travaillé sur plusieurs échantillons de départements, une cinquantaine de départements en 2014 et en 2015. Et puis depuis, j'ai réactualisé mes observations dans une série de départements et de travaux, disons, plus localisés. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, les schémas ont eu des effets très positifs sur la structuration de l'offre, à une offre qui est territorialement plus équilibré et un maillage territorial qui d'ailleurs permet de comprendre que dans ces schémas départementaux des enseignements artistiques, on a deux acteurs qui travaillent ensemble, qui doivent cohabiter. D'un côté, ce qu'on appelle les conservatoires, donc qui sont des établissements publics, et puis de l'autre, des associations qui sont des acteurs privés, qui évidemment participent aussi à ce maillage territorial. D'ailleurs, quand en général il n'y a pas de conservatoire, il y a des associations. Mais les cultures professionnelles, les manières d'envisager le métier, les manières d'envisager le territoire, les manières d'envisager la relation au public et aux usagers sont assez différentes. C'est des cultures professionnelles qui sont différentes. Et donc, il s'agit à un moment donné de faire cohabiter, de faire rencontrer ces deux types d'acteurs. C'est des effets positifs aussi sur, on va dire, des marges de concertation, sensibilisation des collectivités territoriales, et puis progressivement, structuration d'une offre. Donc, c'était une des ambitions de ces schémas, et de ce point de vue-là, ça a été plutôt positif. En revanche, et c'est là où ça devient intéressant, on va dire sociologiquement, c'est que l'écart se creuse entre, d'un côté, la réalité, je vais en parler tout à l'heure, des pratiques culturelles artistiques dans la société, des pratiques amateurs, et puis le fonctionnement de ces établissements-là. Le premier écart, c'est que malgré tout, tout reste imprimé par la musique. C'est pour ça que je parlais du plan Landowski. On est en 2023 et dans les schémas départementaux des enseignements artistiques, l'offre est ultra dominée par l'enseignement en matière de musique. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est l'histoire, il y a peut-être une appétence moins grande pour la danse, pour la musique, la danse pour le théâtre que pour la musique, pardon. Là-dessus, il n'y a pas de réponse, mais là où c'est très important, c'est que apprendre de la musique, ça se fait d'une certaine manière. Apprendre et faire de la danse et du théâtre, ça se fait d'une autre manière. Pendant longtemps, il s'était agi de se dire, il faut développer des espaces de pratique collective, il faut faire de la musique ensemble, etc. Mais si on regarde la danse, si on regarde le théâtre, on est d'ores et déjà dans des pratiques qui s'imposent comme des pratiques collectives. Et du coup, la musique apparaît de ce point de vue-là en retrait sur ces questions de faire de la musique ensemble. Et puis, évidemment, l'autre point qui est le plus problématique, c'est le manque de diversité pédagogique, où il y a encore beaucoup d'écoles de musique et de conservatoires qui fonctionnent sur le modèle du face-à-face pédagogique notamment. Et puis, enfin, le dernier point, qui me semble être un point important, c'est globalement la faiblesse du portage politique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la faiblesse du portage politique ? Alors, moi, il y a un autre domaine dans lequel je travaille, par exemple, qui est celui des festivals. Les festivals, par exemple, c'est très facile de faire de la politique avec les festivals.
parce que toutes les collectivités veulent avoir un festival. Ça marche d'autant mieux que la plupart des festivals, ils ont eu la bonne idée de prendre le nom de la commune ou du territoire dans lequel ils sont implantés. Donc du coup, quand il y a un festival sur un territoire, c'est très facile pour les élus et pour les politiques d'utiliser ce dispositif-là comme quelque chose qui va valoriser leur territoire. Avec les écoles de musique, avec les pratiques amateurs, c'est beaucoup moins évident. Et là, on est sur un impensé des politiques culturelles dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, puisque c'était la commande qui m'a été faite, j'ai un peu pris trop de temps sur l'introduction, vous me pardonnerez, mais la première perspective, c'était la question de comment on réfléchit finalement à de nouveaux lieux, alors de nouveaux espaces de pratiques artistiques. Le premier constat, c'est d'essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans les conservatoires. Qu'est-ce qui se passe dans les conservatoires? C'est près d'un enfant sur deux, puisque ce sont principalement des enfants qui sont dans les écoles de musique et les conservatoires, qui abandonnent au bout d'un an et demi. Et quels sont les principaux motifs d'abandon? C'est des problèmes de concurrence de temps, de problèmes de rythme de temps. C'est-à-dire qu'en réalité, dans les familles, alors, qui sont les élèves des conservatoires? J'aurais dû commencer par ça. Les élèves de conservatoires, majoritairement, ce sont des enfants dont les parents ont des pratiques artistiques, qui sont déjà très, très orientés sur ces questions artistiques et culturelles. Les parents amènent les enfants dans les conservatoires, et puis, voilà, il se passe un certain nombre de choses, et puis au bout d'un moment, certains vont abandonner parce que l'entrée au collège, l'entrée au lycée, et donc il y a une espèce de concurrence comme ça, des temps entre la vie ordinaire des enfants, et puis finalement, ce qui peut se passer dans un conservatoire. Et dans les milieux peut-être les moins favorisés, les moins privilégiés, l'arbitrage se fait très très vite entre les considérations qui relèvent de la scolarité des enfants et les pratiques qu'on considère être les pratiques de loisirs. Donc il y a cette question des rythmes, elle est importante puisque c'est le motif d'abandon premier, mais ce n'est pas que non plus une question de rythme, c'est une question aussi de conception ou de construction de ce que c'est qu'un établissement scolaire. Moi j'ai fait des observations dans les écoles, dans les conservatoires. Alors, j'ai souvenir d'une fois un garçon qui disait à la sortie des cours, qui racontait à sa mère « Ah c'est bien, cette première journée à l'école de musique, c'est chouette, mais il n'y a pas de cours de récréation. » Alors, la mère était un peu interloquée parce qu'elle disait « Ah oui, non mais forcément ici, il n'y a pas de cours de récréation. » Et ce qui était intéressant dans ce témoignage-là, c'est qu'en fait, l'enfant, lui, il avait l'habitude d'aller à l'école, il avait l'habitude d'empiler plusieurs heures d'enseignement, etc. Mais ce qui le motive et pourquoi il vient, c'est parce qu'à un moment donné, il est à la récré, il peut aller voir ses potes, il peut s'amuser, il peut jouer au ballon, etc. Et ça, c'est les conservatoires, les écoles de musique, les écoles de théâtre ne permettent pas ces sociabilités des enfants qui sont extrêmement importantes. Un autre témoignage comme ça, une petite fille aussi qui disait à sa mère qu'elle voulait arrêter l'école de musique parce qu'en fait, elle n'avait pas de copine à l'école de musique. Et donc, apprendre la musique, c'était bien, mais si on n'a pas d'amis, à quoi ça sert? Et tout ça pour montrer que la dimension des sociabilités, qui est extrêmement importante dans le fonctionnement des pratiques culturelles des adolescents aujourd'hui, les pratiques culturelles chez les adolescents, c'est autant des pratiques de ce qu'on pourrait appeler de consommation que des pratiques de communication. C'est-à-dire que les goûts en matière de musique, notamment, mais aussi les goûts vestimentaires, sont des espaces qui permettent de faire des liens, de faire communauté avec les autres enfants. Et donc, du coup, il faut que ces établissements-là puissent ouvrir des portes pour que, d'une certaine manière, un nouveau rapport, finalement, à l'environnement et aux jeunes puisse se créer. L'autre point, c'est évidemment construire à partir de ça, construire à partir de cette compréhension des temps sociaux, un nouveau rapport pédagogique. Alors hier, on a pas mal parlé du faire avec, comment finalement intégrer les projets des élèves, intégrer à la fois leurs contraintes, mais aussi leur rapport à la culture. Ça paraît être un des défis majeurs aujourd'hui pour les établissements d'enseignement artistique. Alors, je vais très vite, il y a plein d'outils qui sont possibles. La question de la présence artistique est là aussi un outil extrêmement important qui permet de développer la dimension créative des pratiques culturelles. On oublie que les enseignants qui sont dans les conservatoires sont aussi des enseignants artistes, donc beaucoup ont des pratiques culturelles, des pratiques artistiques, des pratiques de création, qui sont peu valorisées dans leur enseignement et dans le fonction des établissements. Et puis la deuxième perspective, c'est qu'il faut réussir à construire ou à réinventer, alors tu parlais de désir politique, mais aussi de légitimité politique, à construire un service public autour des pratiques artistiques. Comme je disais tout à l'heure, les inégalités sont extrêmement fortes.
dans l'accès à ces pratiques artistiques. Il y a peu d'amateurs. Quand on regarde, 11% des Français font de la musique, et pas forcément dans des écoles ou des conservatoires. C'est des pratiques à l'échelle nationale. 8% font de la danse, 2% du théâtre. Donc il y a quand même une nécessité de s'interroger sur ces inégalités-là et un devoir de service public de proposer quelque chose pour y pallier. Donc comme je disais tout à l'heure, faire de la politique avec les festivals, c'est facile. Faire de la politique avec les pratiques amateurs, ça l'est un peu moins, parce que là aussi, il y a une histoire qui a opposé un peu artificiellement les amateurs et les artistes, qui aujourd'hui, en réalité, est un débat qu'on peut largement dépasser, puisqu'on sait très bien que les amateurs ne font pas de concurrence, ni même de concurrence déloyale avec les artistes, et puis tous les artistes ont été, à un moment donné de leur vie, des amateurs. Donc, il y a cet héritage qu'il faut, à mon avis, savoir dépasser pour valoriser ce que sont les pratiques artistiques et les pratiques en amateur. On ne parle jamais de tous les bénéfices. Hier, quelqu'un disait, je crois que c'est une artiste qui disait quels sont les bénéfices des pratiques culturelles, quels sont les bénéfices qu'on a à se frotter aux objets artistiques et culturels. Il y a plein de bénéfices, en fait, en réalité, dans les pratiques artistiques amateurs. On fait ensemble, il y a l'écoute, le respect, etc., l'abnégation, le travail, qui sont des savoir-faire et des savoir-être qui sont valorisés dans le domaine sportif, par exemple, mais qui ne sont pas du tout intégrés au référentiel de la justification des pratiques culturelles. Et puis le dernier point, puisque je crois qu'il faut conclure maintenant, n'est-ce pas, Eric ? Ça pose aussi la question du positionnement des conseils départementaux. Les conseils départementaux, on l'a vu hier avec les chiffres de Vincent Guillon. Quand on analyse les budgets, il l'a fait, moi je l'avais fait aussi en 2014, en 2015, on voit très bien que les conseils départementaux marchent dans les pas de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ils reproduisent un modèle d'arbitrage de leurs dépenses publiques conforme à celui de l'État. Et alors qu'ils ont des missions prioritaires, notamment les enseignements artistiques, qui pourraient être, avec l'éducation artistique et culturelle, au cœur de leur mission et donc au cœur de leurs dépenses, eh bien, on voit que ces dépenses-là sont en retrait. Très probablement aussi parce que cette question de la légitimité politique et de construire un discours autour des pratiques artistiques et des pratiques artistiques en amateur est difficile. Et puis, je terminerai là-dessus. Il y a quelques semaines, il y a eu un rapport de la défenseuse des droits, je ne sais pas si vous l'avez lu ou en tout cas parcouru, si vous en avez entendu parler, qui disait que les loisirs, le repos, les activités sportives et culturelles sont un droit essentiel pour les enfants. Et on oublie trop souvent, à mon avis, que derrière cette politique des enseignements artistiques et culturels, c'est aussi une politique de la jeunesse qui se développe, qui se déploie. Et la jeunesse, pour le coup, c'est un argument beaucoup plus légitime dans les politiques publiques et les politiques culturelles. Et ne pas oublier que, finalement, derrière ces pratiques artistiques, c'est aussi la formation d'un citoyen qui est très, très en jeu derrière. Former les citoyens de demain, à la fois dans l'éducation, c'est le rôle de l'éducation nationale, on pourrait dire, mais c'est aussi dans des espaces de pratiques artistiques, de rencontres avec les objets artistiques, que l'art peut devenir, tu l'as montré dans ton travail, Caroline, l'art c'est aussi un moyen, c'est aussi un vecteur de médiation, c'est aussi quelque chose qui permet d'être en lien. Et l'art construit comme un moyen, comme un instrument pour s'émanciper, comme un instrument pour comprendre le monde et y prendre une part. Et voici sans doute un objectif de politique publique tout à fait acceptable. Merci de votre attention. Juste pour lancer, non pas les hostilités, mais les échanges, puisque la thématique de cette tribune, c'est la transmission. Caroline, en fait, en matière de transmission, lorsque tu t'implantes avec la compagnie, tu t'installes, je ne sais pas quel est le terme juste, dans un territoire, quels sont les impacts auprès des personnes, des habitants, de ce qu'on appelle, de ce qu'on a trop longtemps appelé dans notre secteur culturel les non-publics, c'est-à-dire les gens qui ne font pas partie des 18-19% qui fréquentent les lieux culturels, sachant que, évidemment, lorsque vous êtes sur place, vous êtes aussi en mode comment dirais-je, provocation, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tous les cas, vous êtes là pour perturber le quotidien des personnes. Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième, tu n'as pas eu le temps de l'évoquer, mais tu l'évoques largement dans
dans ton livre, c'est comment ça percute une équipe du théâtre qui vous accueille, sachant que vous êtes là sur du long terme, 3 ans, et que vous installez aussi dans un théâtre avec là un certain nombre de conflictualités qui se mettent en place. Je n'en sais rien, les impacts. C'est-à-dire que ça, c'est la réponse la plus honnête et la plus claire possible. C'est-à-dire qu'on nous pose toujours cette question de quels sont les impacts. En réalité, il aurait fallu qu'on travaille avec un ou une sociologue à partir du début du projet jusqu'à la fin du projet pour avoir une étude claire de ça. Après, moi, je suis pour ce qui était dans la tribune d'avant, c'est-à-dire une évaluation qualitative beaucoup plus que quantitative. Dans le bouquin, on a à la fois des chiffres de nombre de personnes impliquées, mais on a aussi, c'est un livre qui est construit avec beaucoup de témoignages des personnes impliquées et de ce qu'ils ont traversé. Voilà, moi je veux pas parler à la place des gens, ils le disent assez clairement dans le bouquin. En fait, par exemple, la prof, je donne un tout petit exemple, on a fait se rencontrer nos terminales arts plastiques là et nos CAP service cuisine. Les CAP service cuisine, ils sont plus jeunes, ils vivent dans le lycée, ils sont dans le lycée qui est moins fin de scie que les autres qui sont en art plastique. Clairement, il y avait une question de domination sociale à déjouer, en fait. On aurait pu faire semblant que ça n'existait pas. Elle existait, il a fallu qu'on trouve des moyens de la déjouer sans leur dire à eux... voilà. Mais c'est des enjeux qu'on adore brasser parce que pour nous, c'est vraiment la question de la rencontre qui prime. Donc, on a mis en place tout un tas de protocoles avec le fait qu'ils soient en tout petit groupe, enfin des trucs qu'on connaît tous et toutes, hein, pour déjouer ces endroits-là, créer de la solidarité. On a fait un jeu coopératif, tout ça. Donc ça, elle le raconte, par exemple, la prof d'art plastique des CAP, elle dit, les jeunes ont vraiment dépassé cette question d'être impressionnés par les mômes qui étaient en art plastique, qui étaient déjà un peu queer, etc., enfin qui étaient déjà habillés autrement, plus vieux, etc. Donc voilà, ça c'est pour répondre très rapidement là-dessus. Et la deuxième question, sur l'équipe du théâtre, en fait, oui, c'est des projets qui décalent tout le monde, mais évidemment, nous y compris. Ce qu'on raconte tout le temps, c'est que quand on arrive au début d'un projet comme ça, on va rencontrer toute l'équipe de théâtre, on va raconter un autre projet d'avant pour essayer de faire comprendre ce qu'on va faire. Et donc là, à ce moment-là, tout le monde est à fond. Et tout le monde dit, c'est génial, on va être décalé, c'est super et tout. 6 mois après, on devient les artistes chiants. Parce qu'on est en train de demander des trucs bizarres, parce qu'on s'installe dans une vitrine, que c'est pas le job de l'équipe technique de trimballer des meubles dans une vitrine, etc. etc. Et qu'en plus, il y a un vrai problème de compréhension du projet, c'est-à-dire que comme on ne sait pas où on va et que nous, on fait des tas de trucs bizarres quand même pendant tout un tas de moments, la responsable de l'action culturelle, Fanny, qui est quelqu'un de génial du théâtre, elle me présente la deuxième année à quelqu'un qui est responsable d'un EHPAD en disant « Alors voilà, c'est Caroline. La première année, j'ai rien compris à ce qu'il faisait. Par contre, c'était génial. Et la fin, c'était génial. Et cette année, à nouveau, je comprends rien. Mais vous pouvez faire confiance. » Donc voilà, c'est ce genre de pratique. Et dans le livre aussi, on essaye de donner la part belle à leurs réponses à eux et à raconter à quel point aussi, nous, nos protocoles échouent. Enfin voilà, c'est quelque chose de très complexe, quoi, en effet, cette relation-là. Mais c'est un projet aujourd'hui dont on est extrêmement fiers, et eux et nous, le théâtre et nous, et puis tous les gens qui ont participé. Voilà. J'essaye de faire vite. Hein. Non, on a encore un peu de temps. Oui, on donne la parole au public. Aurélien, juste une question au préalable. Tu l'as évoqué, mais sur la façon effectivement de passer outre, en tous les cas, de déconstruire les représentations qui sont effectivement encore fortes pour créer du désir artistique. Quels sont selon toi les véritables leviers à activer? Je ne sais pas si j'ai une réponse à ça, mais en tout cas, des observations que j'ai pu faire sur à la fois les élèves dans les conservatoires et les jeunes, il y a au moins 2 leviers, me semble-t-il. Le premier levier, c'est de considérer que les enfants
en fait, ils ont des pratiques culturelles et artistiques. Ça, c'est le premier point. Ne pas considérer qu'ils n'ont rien et qu'il faut leur donner quelque chose. Et donc, si on fait cet effort de comprendre qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils regardent, on va créer du désir, on va créer une possibilité d'une communication avec eux. Je discutais il y a un certain nombre d'années maintenant avec un directeur de conservatoire qui s'étonnait, qui était très fier parce que dans son conservatoire, il avait initié des cours de danse hip-hop. Et du coup, il dit, du coup, j'ai vu débarquer un public complètement différent. J'ai vu des garçons qui dansent. Et ça a créé du sens parce que eux, ils connaissaient un peu cette danse-là et on leur proposait quelque chose qui leur parlait, qui leur faisait sens. Donc ça, je pense que c'est le premier levier, c'est d'être sur des disciplines, sur des propositions artistiques qui font du sens pour la jeunesse. Autre exemple, le cas de la musique assistée par ordinateur, qui commence de plus en plus à être des cours qui sont proposés dans les écoles de musique. Et là, on voit des élèves qui arrivent avec une autre perception, qui veulent faire du rap, qui composent, qui ont des textes, et en fait qui se servent de la MAO pour construire une bande-son sur laquelle ils vont pouvoir produire de la musique, du chant, etc. Donc je pense que le premier levier, c'est ça. Le deuxième levier, c'est que assez souvent, l'art, la culture, ça permet d'être en relation. Enfin, c'est une relation en fait, l'art, c'est pas qu'une consommation. Et je pense que d'essayer de comprendre comment la culture ça fait sens chez les plus jeunes et comment ça leur permet d'être en relation, c'est quelque chose là qui est extrêmement fort. Alors on parle souvent dans les écoles de musique les grands moments où on restitue, etc. Et il se passe un lien très important. Les enfants se donnent à voir, ils donnent à voir ce qu'ils font, ils donnent à voir à leurs parents, à leurs copains, à leurs frères, à leurs sœurs quelque chose de ce dont ils sont capables. Et donc valoriser cette dimension collective, elle est extrêmement importante, mais il faut à mon avis aussi l'intégrer dans le processus de faire. Finalement, comment on fait ensemble, comment on s'écoute. Et je pense que c'est très important. Il y a une sociologue, Sylvie Octobre, qui dit qu'aujourd'hui, le nouvel amateurisme, il se définit par des compétences que les enfants, ils apprennent dans le cadre d'une transmission formelle, mais aussi dans le cadre d'une transmission informelle. Sur les réseaux sociaux, ils apprennent plein de choses. Ils apprennent à se mettre en scène, à se prendre en photo, à parler avec les autres. Donc, et leur capacité à contribuer à. Donc les jeunes, ils ont envie de produire quelque chose qui fait sens pour eux et qui fait sens pour les autres. Et ça, c'est quand même, à mon avis, extrêmement important. Merci à toi. Les mains se lèvent. Finalement, j'allais dans la salle, mais il y a une personne, merci, qui fait circuler les micros. Il y a deux premières questions. Oui, bonjour. François Journet, CFEDEM Auvergne-Rhône-Alpes, on forme des enseignants de musique qui travaillent dans les conservatoires. Donc, on est un peu sur ce sujet-là. Une première observation quand même, Aurélien, il me semble aussi qu'un petit complément par rapport aux propos que tu as tenus, c'est dans les conservatoires, il y a de la musique, mais il y a essentiellement de la musique classique. Il y a aussi une orientation esthétique très très forte. Et ce n'est pas sans conséquence, puisque justement sur les pratiques collectives, les musiques actuelles, les musiques traditionnelles, le jazz mettent beaucoup plus une pratique en groupe d'entrée dans les... Donc déjà, promouvoir plus ce type d'esthétique dans les conservatoires, leur donner l'accès de manière égale à d'autres esthétiques est quand même fondamental. Ils représentent une proportion très très mesurée dans ces établissements et ce serait important de les faire rentrer en toute égalité, je dirais, par rapport aux autres, parce qu'ils peuvent irriguer, parce qu'ils peuvent apporter un regard différent. Petite nuance aussi sur ce qui se passe dans le secteur privé, ce que tu appelles associatif. Je trouve qu'il y a encore, mais c'est une réflexion empirique et non pas scientifique comme celle que tu portes, mais il me semble qu'il porte aussi une modélisation très très forte d'un modèle de ce que c'est que l'école de musique qui reste ancré dans le passé. Et j'en viens donc à ma question. Comment on peut aussi faire un double accompagnement de ces établissements qui sont ancrés dans une histoire, dans une tradition, qui les installe beaucoup plus du côté éducatif et scolaire, je dirais, que du côté culturel, pour que les commandes politiques puissent aussi impulser quelque chose qui soit un peu différent, c'est-à-dire une demande, une commande qui porte moins sur un complément éducatif qu'il faut proposer aux classes supérieures pour attirer les CSP+, sur son territoire et inscrire ça en toute noblesse, je dirais, dans le champ culturel. Merci François pour ta question. Alors oui, plusieurs, j'ai été un peu
à la hache tout à l'heure, mais c'est un peu le but du jeu, je crois. Je pense qu'il faut, voilà, il y a des contrastes qui méritent d'être soulignés. Mais alors, sur la question des écoles associatives, je pense que c'est une réalité qui est extrêmement composite et différente. Peut-être que certaines écoles associatives reproduisent un modèle d'un conservatoire, mais peut-être pas autant que certains conservatoires qui portent bien leur nom et qui conservent bien un modèle daté. Je pense que dans le monde associatif, il y a beaucoup de choses très hétérogènes et beaucoup de cas inspirants aussi. Hein. Enfin, moi, là, j'ai travaillé sur la réactualisation de certains schémas. C'est parfois dans les associations que j'ai vu les initiatives pédagogiques, pour le coup, les plus importantes et les plus neuves, notamment en ce qui concerne la présence artistique. Comme je disais tout à l'heure, les enseignants sont aussi des artistes la plupart du temps, et cette compétence artistique, elle n'est pas souvent mis en œuvre dans leur propre pédagogie ou dans le fonctionnement de ce que c'est qu'une école ou un conservatoire. Et donc je pense que voilà, à mon avis, c'est une des clés. Enfin, je ne vais pas raconter le détail, mais moi j'ai vu des cas où les artistes disaient, enfin les enseignants artistes disaient, moi je peux pas intervenir là en tant qu'artiste parce qu'en fait je suis pas dans les clous, je peux pas participer avec ma compagnie ou avec mon groupe à emmener mes élèves dans une représentation ou les faire travailler sur un projet parce qu'il y a un projet de la collectivité et que du coup je fais concurrence à d'autres, enfin des considérations administratives qui font que du coup voilà, certains profs artistes sont un peu brimés. Donc voilà, je ne sais pas si en fait il faut opposer ce qui se fait dans les conservatoires et dans le monde associatif. Je pense qu'il faut avoir deux choses en tête, la complémentarité entre les modèles et la souplesse parfois qu'offre le monde associatif. Et un point dont je n'ai pas parlé, mais qui touche tout le monde et qui met tout le monde d'accord, c'est la crise de la vocation des enseignants aujourd'hui. Parce que, pourquoi ? Parce que les enseignants aujourd'hui, ceux qui ont envie de devenir prof de musique, ils ont envie d'être artistes aussi. Et le modèle qu'on leur propose parfois dans les écoles de musique et les conservatoires, ça ne leur plaît pas. Ils ont envie de pouvoir continuer à être artistes et transmetteurs en même temps. Du coup, voilà, devenir prof dans une école ou un conservatoire, c'est pas forcément quelque chose auquel ils aspirent parce qu'ils ont l'impression d'être ramenés à uniquement une dimension de leur travail qui est celle de l'enseignement ou de la transmission, qui n'est pas un problème en soi, mais qui ne leur correspond plus. Et de même que, voilà, on voit bien dans la culture des artistes aujourd'hui la volonté de ne pas être enfermé dans une espèce d'étiquette ou une compétence qui serait la compétence de la scène, et des artistes, comme tu l'as fait voir, Caroline, à travers ton travail, qui ont envie de réinventer des modes de création et dont la finalité ne serait pas forcément le plateau, mais voilà, d'autres espaces de diffusion artistique. Et je pense que pour les enseignants, il y a ça aussi. C'est plus forcément l'école ou le conservatoire l'avenir, mais autre chose. Là, Didier Cervelot. Je travaille au département de la Loire-Atlantique. J'aurais une question pour Caroline et une pour Aurélien. Caroline, c'était par rapport au passé commande. L'accompagnement des élus concernés, et pas seulement l'élu à la culture, surtout pour arriver souvent j'ai remarqué ça, à arriver à décentrer les élus de leurs attentes par rapport à leur propre culture. Ça, c'était pour Caroline. Et pour Aurélien, merci de ta présentation, elle est très parlante. Par contre, j'ai un petit manque, moi. Je pense qu'il y a nécessité d'inventer peut-être un nouveau modèle économique. Je vois, moi, en milieu rural, la charge des enseignements artistiques est très, très lourde pour les communes et très tiède au niveau des intercommunalités, même si on sent une montée en charge au niveau des intercommunalités. S'il n'y a pas une réflexion beaucoup plus globale pour mutualiser ce surcoût, je pense qu'on aura du mal à décoller. Ta question, Didier, pour être sûr de bien comprendre, c'est comment faire pour que l'ensemble des élus et pas que les élus culture se sentent investis de la chose, c'est ça ? Ouais. En fait, en vrai, nous, dans les projets qu'on porte et dans le lien aux collectivités, on n'est pas tellement directement en lien avec les élus. C'est-à-dire, c'est souvent le travail en fait du théâtre ou de l'opérateur qui nous accueille. Nous, on se tient à disposition et on a très régulièrement, là à Brest, on vient de faire un rendez-vous avec tout le cabinet par exemple, et la service com, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est vraiment l'opérateur ou les opérateurs qui nous accueillent qui décident du moment où c'est judicieux de le faire. Et où nous, on va être en capacité d'être dans le récit. C'est-à-dire que, en fait, quand on va commencer à pouvoir raconter une histoire, ça marche. Ou alors c'est tout au début en disant est-ce qu'on est d'accord qu'on fait le pari ? Et heureusement, il y a des élus et élus assez fous pour avoir envie de faire ce pari-là de on ne sait pas où on va.
Mais oui, c'est quelque chose de compliqué. Puis là, ce que tu dis aussi sur une compagnie ou des artistes qui vont travailler autant sur le processus que sur les résultats, et du coup, le résultat est décevant. Enfin, nous, ça, c'est des choses, par exemple, en fait, pour nous, pour ça, la phase de commande est essentielle. C'est-à-dire que la phase de commande est un peu... Et puis maintenant, on commence à faire un certain nombre de projets, donc on a de plus en plus de compétences là-dessus, on est de plus en plus capable de dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, là maintenant, vous nous trouvez hyper cool, et dans 6 mois, vous nous trouvez super chiant. C'est quelque chose que maintenant, on dit d'emblée. C'est-à-dire qu'en fait, et parce que ça permet de déjouer en fait tout un tas de trucs, et y compris, voilà, qu'est-ce qu'on utilise pour produire du récit sur les réseaux sociaux, etc., pour rendre visible le projet enfin, quelles astuces on essaie de déployer, mais ça n'empêche quand même pas ce que tu racontes d'arriver, de toute façon. Je pense que tes deux questions sont liées en fait, sur le modèle économique et sur la question des élus. Quand je parlais tout à l'heure du faible portage politique, la question est, d'une certaine manière, comment faire en sorte que ces questions d'enseignement artistique, de pratique amateur deviennent un sujet central à l'échelle des regroupements de communes, des intercommunalités. Parce que c'est eux qui ont les clés du camion, pour le dire de manière triviale, qui ont une partie des clés du financement, ce qui ne dispense pas la deuxième partie de ta question du modèle économique. Mais il y a une partie à ce niveau-là. On est dans un paradoxe, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à des arguments pour justifier cette politique publique-là et la justifier sur des grands registres de services publics et de politiques publiques, et pas sur des logiques accessoires. J'en reviens à mes questions de la politique événementielle aujourd'hui dans le monde de la culture. Une anecdote. J'ai participé à un jury blanc pour une capitale française, dont je ne dirai pas de nom, candidate à la capitale française de la culture, pas européenne. D'accord ? Et donc, comme mon rôle était le poil à gratter dans le jury, je pose la question, du coup, à l'issue du résultat positif et négatif, finalement, est-ce que votre collectivité va développer ou prendre en charge la compétence culture ? La réponse a été non. D'accord ? Donc, alors, il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou mal. La question n'est pas un jugement de valeur. La question est qu'on envisage une politique culturelle quand elle est de type événementiel, avoir un label capitale française de la culture, parce qu'on arrive à faire de la politique avec ça, parce qu'on arrive à y donner du sens, parce qu'on arrive à tenir un discours politique là-dessus. Et puis, sur d'autres perspectives, des logiques d'équipement, d'établissement, etc., chacun veut rester dans son précaré pour garder sa légitimité et pas perdre sa légitimité au profit d'une intercommunalité, par exemple, ou d'un regroupement de communes. Donc, difficulté à créer du discours politique. Si difficulté à créer du discours politique, difficulté à créer des arbitrages et donc des voies de financement. Première partie de la question. Deuxième partie, je fais très court. Évidemment, si on continue à raisonner en stylo, c'est-à-dire si on continue à dire il y a les enseignements artistiques d'un côté et il y a l'éducation artistique de l'autre, par exemple, pour en prendre que deux, mais on pourrait en prendre plein d'autres. On pourrait dire il y a la lecture publique encore, etc., et greffer comme ça toute une série de secteurs de politique culturelle, et qu'on n'essaye pas de penser ça de manière cohérente et ensemble, et ben on va continuer à créer des économies qui sont fragmentées, alors qu'en réalité, sur les dispositifs d'éducation artistique et culturelle, il y a pléthore d'appels à projets. Et pourquoi les conservatoires répondent pas à ces appels à projets, favorisent la présence artistique, développent des nouveaux moyens de financement et du coup font venir des nouveaux publics. Alors vous allez me dire, si vous êtes un peu critique, et je sens bien que vous êtes un peu critique, qu'en réalité tout ça, ça reste de l'argent public. Oui, ça reste de l'argent public, évidemment. Mais si on essaye de comprendre ce qu'est la part de l'économie privée dans le fonctionnement des lieux culturels, on sait que ça reste extrêmement marginal. En revanche, il y a des synergies qui sont possibles, il y a des mises en commun qui sont possibles, et ces mises en commun, elles sont encore, c'était un des constats de 2014 qui est encore valable aujourd'hui, même si beaucoup de départements essayent d'avoir une politique transversale, et notamment à travers la question des droits culturels, ont essayé de remettre un peu à plat et d'avoir plus de transversalité, mais ça reste encore un devenir, ça reste encore un avenir. Sylvestre ? Oui, donc Sylvestre Rotre, directeur de la culture et du patrimoine dans le département des Côtes-d'Armor. Alors déjà un constat, j'ai noté tous les points que vous avez mis en diagnostic, et on a fait un bilan de notre SDEA l'année dernière, et c'est exactement les mêmes points. Donc je ne sais pas si ça doit nous rassurer ou nous inquiéter, mais en tout cas on est bien dans la ligne, entre guillemets. Je voulais, parce que c'est un peu le sujet que vous partagiez, et nous aussi, c'est un des points qui nous a un peu interpellés, c'est la question de la gouvernance politique, parce que nous, pour le coup, on est sur un département où le département met de l'argent, et beaucoup d'argent, sur le SDEA, et les intercos, où les communes mettent beaucoup d'argent sur la question des enseignements artistiques. Mais
sans gouvernance politique, entre guillemets, et sans gouvernance politique partagée. Donc nous, c'est un de nos enjeux, c'est-à-dire comment on remet les élus autour de la table, autour de quelque chose de très technique et très techniciste, qui, entre guillemets, a été un peu confisqué par les techniciens. Parce que c'est tellement complexe que finalement, c'est administré d'un côté par des fonctionnaires du département et de l'autre côté par les directeurs des écoles de musique qui, du coup, n'ont pas forcément les mêmes enjeux toujours que voilà, les élus d'un territoire, ou en tout cas une vision peut-être un peu plus réduite des enjeux. Moi, j'avais un point de vigilance, alors ça a été abordé un peu à la marge, mais et notamment qui m'a un peu sauté aux yeux avec l'entrée hier de ces journées, avec ce magnifique concert d'un orchestre à l'école. Et c'est un des points de vigilance, nous, qu'on a dans notre réflexion. On voit bien qu'aujourd'hui, la question de la diversification des publics, et c'est probablement la première étape nécessaire, elle se travaille par des dispositifs un peu externes, qui sont les orchestres à l'école, éventuellement les classes horaires aménagées. Avec une difficulté que je vois arriver un peu partout chez nous, c'est que c'est une filière à part. Et que donc c'est très bien, on a suscité de l'envie, ils ont découvert. Pour certains, voilà, ça sera un moment, comme vous le décriviez, un peu unique, et ils arrêteront la musique, mais ils auront découvert ça. Mais il y a la question de ces enfants, notamment des orchestres à l'école, de ceux qui voudraient poursuivre. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément de réflexion sur la question des cursus qui leur permettraient de poursuivre la musique. Et donc, en tout cas, nous, sur notre territoire, à une exception près, c'est totalement étanche entre l'orchestre à l'école et la filière, on va dire, classique du conservatoire ou de l'école de musique. Je ne sais pas si c'est plus un échange plutôt qu'une question, hein, si j'ai bien compris de votre point de vue. Après, la continuité entre des dispositifs qui sont différents prouve qu'il n'y a pas de gouvernance en réalité. C'est-à-dire que si on crée des dispositifs qui vont créer du désir, qui vont aller dans les écoles, qui vont développer un nouveau public, et que du coup ces nouveaux publics ne peuvent plus rentrer dans les conservatoires, c'est qu'il n'y a pas une continuité. Donc que les choses ne sont pas pensées de manière... On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait de la continuité entre ces dispositifs-là et qu'ils ne soient pas scindés en deux d'une part. C'est d'autant plus dommage que la seule réponse à la diversification des publics, elle passe par ces espaces-là. Les seuls endroits où on peut toucher tous les enfants, quelle que soit leur classe sociale, ça reste encore aujourd'hui l'école. Donc voilà, ça me paraît de ce point de vue-là évident, mais je n'ai pas d'autres choses à dire si ce n'est là, sur ces questions-là, quoi. Mais c'était plus un échange de points de vue, peut-être. Alors bonjour, je suis Madame Moret, je suis directrice artistique du collectif Résonance et j'ai une question pour Caroline par rapport au projet notamment à Libourne que vous nous avez présenté, par rapport à la mobilisation des publics. Justement, est-ce que c'est un peu comme la relation avec les élus, c'est vraiment le théâtre qui s'en charge? Et est-ce que dans tout le processus de création, justement, est-ce qu'il y a un moment par rapport à la classe d'art plastique et la classe en CAP restauration, est-ce que c'était des envies vous en tant qu'équipe artistique, ou alors est-ce que c'est le théâtre qui a dit voilà nos partenaires actuels, donc voilà ceux que vous pouvez mobiliser plus facilement, ou est-ce qu'il y avait aussi une recherche de public qui n'avait aucun lien avec le théâtre pour justement votre projet? Non, c'est vraiment des désirs de notre part. C'est-à-dire c'est nous qui justement cherchons à faire en sorte qu'on n'aille pas avec les publics habituels. Et en général, on nous invite aussi pour ça d'ailleurs. Il se trouve que moi, de par mon passé de travail dans une association qui était logée dans un centre social, enfin le festival Chahut dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai aussi une certaine compétence de méthode un peu expérimentale de travail, d'aller travailler avec plein de publics différents, et en particulier, comme je le disais tout à l'heure, les plus fragiles. Donc on amène et de la méthode et des désirs, et même des désirs qui sont plus que des désirs, quoi, en disant voilà, nous on aime bien ne pas aller travailler. Là par exemple, la terminale art plastique, on a un peu dit bon... voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir d'autres jeunes? Après, l'enjeu de se dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec des terminales art plastique. Ça veut dire que moi, j'étais beaucoup plus intéressée par le fait de dire qu'est-ce qu'on va travailler avec des CAP services et cuisine, quoi. Et du coup, voilà. Donc voilà, pour répondre très vite, ça vient de nous d'un désir, mais qui est plus qu'un désir, c'est-à-dire dans la commande mutuelle, c'est un souhait de dépasser les partenariats habituels, et puis d'essayer de déployer quand on s'installe dans une vitrine, dans les vitrines par exemple, ça veut dire que toute la journée, d'ailleurs c'est ce qui nous épuise, on est en médiation en fait.
C'est-à-dire toute la journée, on a du monde qui arrive et qui nous parle et qui nous demande ce qu'on fait là, et on se fait complètement dépasser par le dispositif. On n'en peut plus, en fait. À un moment, on finit par faire ce qu'on avait dit qu'on faisait pas, qu'on ferait jamais, c'est mettre des horaires d'ouverture, quoi, en disant, parce qu'on n'en peut plus. Et mon collègue Jo, cette fois-ci, c'est lui, d'habitude c'est plutôt moi qui suis au front sur ce genre de truc, mais comme il fume, il est dehors tout le temps, et on n'a pas un instant pour écrire, on n'a pas un instant pour travailler, c'est-à-dire que... et ça nous fait rencontrer d'autres types de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement, quoi. Donc voilà, c'est conjoint d'un désir aussi, bien sûr, du théâtre, dans ces cas-là, d'aller voir d'autres types de personnes, quoi. Catherine Brunorine, donc vous m'avez vu hier, je suis vice-présidente culture attractivité du département de la Manche, mais je suis aussi maire d'une commune de 450 habitants dans la baie du Mont-Saint-Michel, et je voulais revenir sur la question comment on embarque les élus. Un élu, il a sa préoccupation, c'est de pouvoir gérer les projets, mais de gérer en termes de finances, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'investissement, il y a la question du fonctionnement. Et qu'il s'agisse d'un lieu culturel, d'une école de musique ou de la cantine de l'école pour les enfants ou que sais-je, la salle polyvalente, la salle des sports, voilà, on a une démarche d'ingénierie qui fait qu'on va traiter le bâtimentaire, investissement et derrière le fonctionnement. Enfin, ça, c'est pas toujours, mais enfin, en général, on pense quand même dépenses de fonctionnement. Et quand on regarde un lieu culturel ou une école de musique à l'échelle d'une intercommunalité, je pense qu'il y a un prérequis et qui souvent n'est pas mis en œuvre parce que, justement, on a un genre de fonctionnement, de travailler un peu les mêmes projets, les projets d'une même manière, de les aborder d'une même manière. C'est la dimension du projet, enfin l'écriture du projet en amont. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce lieu? Qu'est-ce que nos écoles de musique, comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans un projet culturel de territoire qui n'est souvent pas travaillé ou pas assez? Il faut savoir quand même que pour les écoles de musique, il y a le coût du fonctionnement avec les horaires, en fait, les créneaux horaires des enseignants, et que souvent, on raisonne là encore en termes de quantité, c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de dépense maximale qui fait qu'on va réduire les créneaux horaires des enseignants et on va complètement à l'encontre de comment on vient attirer des jeunes dans nos écoles de musique. Voilà, donc on est bien loin du raisonnement, ce que vous avez dit tout à l'heure, extrêmement intéressant, hein, comment est-ce qu'on casse les murs, comment est-ce que... voilà, parce qu'une école de musique, ou un conservatoire, il faut franchir une porte. Donc ces portes-là, voilà, il faut faire tomber les murs. Et je pense que dans le domaine de la culture, on néglige souvent, mais pas par volonté, hein, c'est juste qu'il y a un mode de fonctionnement qui fait qu'on traite ces dossiers-là comme on peut traiter, je vous dis, voilà, d'autres dossiers ou j'en sais rien, sur les réseaux, etc. Donc il y a une dimension supplémentaire à apporter avec un travail en amont de l'écriture du projet. Alors, bien sûr, ce que vous avez montré, vous, à Libourne, voilà, c'est un énorme travail. Et moi qui connais la ville de Libourne, je pense que c'était vraiment nécessaire de le faire. Donc, je ne vais pas commencer maintenant, mais voilà, c'était vraiment un bon laboratoire. Donc, je voulais juste apporter mon témoignage de maire. Vous voyez, moi, je suis vice-présidente à la culture du département et j'ai du mal, quand il s'agit de culture, à entraîner mes équipes dans une autre réflexion que uniquement le bâtimentaire, le fonctionnement et ce qui va en découler. Tout le travail qui doit être fait en amont avec la population, avec les associations, avec tous les acteurs du territoire, on est à nouveau dans les droits culturels, là, on est en plein dedans. C'est comment on embarque tous les gens pour arriver à faire projet commun. Et du coup, bien sûr que le bâtimentaire et l'investissement est important, le fonctionnement. Mais si on ne sait pas ce qu'on veut faire dans le lieu, voilà, une salle de sport, on va travailler en fonction des pratiques sportives qu'on veut y faire, on va travailler sur l'équipement. La culture, c'est autre chose. Il y a vraiment une écriture au départ et c'est souvent ça qui fait défaut, qui, à mon sens, fait que voilà, on n'embarque pas les gens comme on le voudrait, mais ça se travaille vraiment beaucoup en amont. Merci Catherine pour ce témoignage. Bonjour, Thierry Morlet, je suis directeur de l'ADA du Tarn, agence départementale de spectacle vivant, adossée au conseil départemental. Alors, je suis ravi de rencontrer aujourd'hui Caroline Melon parce que
J'ai cru comprendre qu'elle était ou qu'elle allait être artiste associée à la scène nationale d'Albitarn. Voilà, ça nous permettra un petit peu de soulever la naphtaline de la scène nationale Albitarn. Donc c'est très bien. Je suis ravi d'entendre bien évidemment Aurélien Njakwan. Aurélien, j'avais compris depuis longtemps que la sociologie était un sport de combat, et puis tu nous as dit tout à l'heure que tu n'étais pas finalement dans un exercice un petit peu contre nature, qu'on t'avait demandé sur ton point de vue, une analyse critique sur les schémas, l'enseignement artistique et la transmission. Puis j'entends les 2 ou 3 interventions là, de collègues dans la salle, et moi la question que je me pose, c'est qu'à chaque fois d'où on parle, on pose des questions, on constate un certain nombre de choses, hein, de dysfonctionnements, d'améliorations apportées. Si on parle des enseignements artistiques, si on fait référence au premier schéma d'orientation, il y en a un nouveau qui vient de sortir, hein, ça ne vous a pas échappé, de SNOP, on voit que depuis une trentaine d'années, quand on les relit, hein, les schémas d'orientation initiaux, que tous les enjeux et tous les points sur lesquels on achoppe souvent encore aujourd'hui étaient déjà posés comme des objectifs à atteindre sur la diversité pédagogique, sur la diversité esthétique, sur l'ouverture, sur l'action territoriale, casser les murs. Tout ça est inscrit depuis une trentaine d'années. Alors quand j'entends notre collègue et complice directeur du CFEDEM de Rhône-Alpes, je me dis d'où il parle, comment il forme lui les enseignants qui arrivent à nouveau dans les conservatoires, hein, qui arrivent toujours dans les conservatoires, et on voit des vagues successives qui arrivent. Alors peut-être on a constaté, tu as constaté, moi je l'ai pas trop constaté, mais un problème de vocation sur l'enseignement strict. Moi on voit arriver des jeunes, hein, dans le département du Tarn. On a un conservatoire départemental où on a une centaine de profs. C'est satellitaire, il y a 15 antennes, et puis on se balade dans l'urbain, semi-urbain, dans le rural, etc. Et on voit arriver régulièrement des jeunes qui sont formés, et alors je dirais pas tous. Heureusement qu'on a encore quelques espoirs dans l'humanité en marche, mais on en voit quand même arriver qui reproduisent tout ce qu'on vient de constater là sur déjà on enseigne la musique sur 2 siècles de l'histoire de la musique majoritairement, vous l'avez rappelé, et la question de la formation initiale et de la formation continue et de tous les leviers qu'on peut activer sur ces sujets me semble être déterminante, dans la mesure où on forme potentiellement, et là je parle du secteur public des enseignements artistiques contrôlés par l'État. L'État forme des enseignants qui finalement, au bout du bout, ont du mal à appréhender, à relever tous ces défis. Et ce sont aujourd'hui majoritairement les collectivités locales qui financent ces enseignements artistiques. Donc, est-ce qu'on n'a pas les moyens, mesdames et messieurs les élus qui sont dans la salle, chers collègues directeurs de la culture dans les collectivités, d'où on parle, est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre en place un plan, mais vraiment très très offensif, pour renverser un peu la table et imposer dans la proximité, dans la relation au territoire, la nécessité d'inventer, de mettre en place et de reconnaître des modes de transmission qui ouvrent les portes et les fenêtres. Merci Thierry de nous inviter à renverser la table à la fin de ce débat. On peut encore prendre quelques questions. Il y a Arnaud là-bas. Arnaud Hamelin, directeur de Mind Culture. Je rebondis sur ce que dit mon éminent confrère Thierry, parce que j'allais évoquer à peu près la même chose. Aurélien, c'est pour toi, parce qu'il y a un bout de phrase que tu n'as pas développé sur l'émancipation vis-à-vis de l'État. Pour moi, c'est important, puisque pour avoir participé aux discussions sur le SNOP, on voit bien qu'il y a quand même 2 dimensions qui, pour moi, s'opposent. La dimension conservation, j'emploie ce terme à escient,
et la dimension des collectivités où les schémas peuvent devenir de vrais schémas politiques. Finalement, tu parlais de la dimension politique dans les perspectives, ça peut être des vrais outils. Et le schéma, pour moi, le futur schéma peut contraindre ces questions-là selon l'angle dans lequel on le prend. Donc voilà, c'était plus un témoignage, mais c'était aussi pour rebondir sur ce que disait Thierry, qui était finalement la même question sur la transmission, sur l'apprentissage et la modernité des choses que l'on peut enseigner. Donc il m'est arrivé récemment là, d'accompagner des réécritures de schémas. Le problème, il est... hier, Vincent parlait en politique publique ce qu'on appelle la dépendance au sentier. C'est-à-dire quand on a commencé à marcher, quand on a commencé à prendre une route, c'est très difficile de prendre une autre route. Les départements ont suivi une route qui était celle un peu dans les pas de l'État, comme je disais tout à l'heure, mais elles ont suivi, concernant les enseignements artistiques, une autre route qui est une route de compensation du déficit des collectivités locales. C'est-à-dire qu'en réalité, en termes de financement, les départements financent quand les collectivités locales, les villes et les intercos ne financent pas. Et elles ont pris cette habitude-là parce que ça a été un levier pour structurer l'offre territoriale et l'équité en disant, bah voilà, si les élus locaux ne veulent pas aider, nous on va aider. Et aujourd'hui, je veux dire, un schéma, on réécrit, on a des beaux projets, on fait des super concertations, c'est génial, tout le monde est content, etc. Et puis à la fin, il y a un technicien dans son bureau qui se retrouve avec une feuille Excel dans laquelle il doit faire comment il a une enveloppe de tant de milliers d'euros et comment il doit ventiler ces tant de milliers d'euros, sachant que d'un coup, il ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul et qu'il y a cette histoire derrière qui fait que si j'arrête de financer telle école de musique ou structure associative ou conservatoire, eh ben, elle peut fermer la porte parce que c'est pas certain que derrière, il y a une collectivité qui prenne le relais. Donc tout à l'heure, j'entends bien les questions de la formation des enseignants qui sont des questions extrêmement importantes. Et effectivement, le nouveau modèle de l'enseignement, mais je pense que dans les CFEDEM aujourd'hui, on réfléchit à ça de manière très, très proactive, mais il y a aussi une culture de l'opérateur culturel et une culture politique, c'est-à-dire comment à un moment donné, on reconstruit une légitimité notamment de l'intervention du département qui n'est plus, écoutez, moi, je compense, j'arrose là où c'est sec, en gros pour que tout le monde ait un peu à boire, mais mon boulot, c'est pas ça, mon boulot, c'est de coordonner, c'est d'animer, et donc il faut que les collectivités territoriales prennent le pas. Et on n'en est pas encore là, c'est-à-dire que chacun doit avoir aussi midi à sa porte. Il y a des départements, toi tu parles d'un département où l'interco elle est structurée de manière historique depuis les années 80, donc forcément, voilà, tu vis sur un territoire où ces dynamiques-là, elles sont faisables, elles sont possibles, parce qu'il y a ces cultures à la fois politiques et administratives qui font que vous avez des appuis colossaux. Mais dans d'autres territoires où l'intercommunalité elle est peu structurée, eh bien, on entend encore du département de l'État, le rôle du département, pardon, pas le département de l'État du département plutôt, de compenser, d'avoir finalement cette mission sociale qu'on lui attribue par ailleurs, elle joue aussi de solidarité sur la question culturelle. Donc il y a aussi ces aspects-là d'évolution des pratiques professionnelles dans les collectivités, mais qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça s'appelle presque un lapsus, ça, Aurélien. Oui, juste pour donc répondre, d'abord je ne suis pas directeur du CFEDEM mais secrétaire général. Le directeur fait une présentation des activités dans le cadre d'éducation artistique et culturelle. Ce qu'on fait, c'est d'abord intervenir dans un champ où on a des étudiants qui sont sortis de cursus qui durent depuis 10 années et on leur propose un cursus de 2 années. Donc en 2 années, on fait pas mal de choses, mais enfin c'est pas évident de remettre en cause des structures. Et nos étudiants ensuite vont retrouver un secteur professionnel qui lui-même n'est pas forcément à même d'entendre toutes les propositions qui peuvent être faites. Mais il n'empêche qu'on accueille chez nous des jeunes qui sont de plus en plus engagés. Et je remercie Aurélien d'avoir dit que ce sont aussi des artistes, c'est-à-dire que ils ne peuvent pas être résumés à une seule étiquette. Ce sont des artistes, ce sont des enseignants, ce sont des médiateurs, ce sont des militants de plus en plus. Et on les met en contact les uns avec les autres. Donc je parlais des esthétiques tout à l'heure. On les fait travailler entre esthétiques. Qu'est-ce que les musiques actuelles peuvent entendre et mettre en résonance avec les musiques classiques, les musiques traditionnelles et le jazz, pour que chacun enrichisse des pratiques mutuelles, d'une part. Et puis on les amène également à s'inscrire dans des cursus qui les mènent à l'extérieur, de plus en plus en disant, regardez de quoi est fait votre secteur professionnel. Quelles sont les statistiques évoquées par Aurélien? C'est quoi les populations? Il y a un problème parce que toute la population n'en bénéficie pas de la même manière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer pour aller vers? Et donc, ils mènent des actions à l'extérieur des conservatoires, dans des prisons, dans des hôpitaux.
comment dire, des organismes sociaux pour expérimenter ce que c'est que d'être enseignant accompagnateur et non pas enseignant descendant. Donc là-dessus, ils sont super engagés et ils s'inscrivent notamment dans des démarches de droit culturel de plus en plus actives. Merci. On peut prendre peut-être une dernière question. J'ai l'impression que dans toutes les conclusions, enfin, ce qui était indiqué, on décrit un peu le projet de beaucoup d'éducation, de beaucoup d'associations d'éducation populaire, notamment les MJC qui font du hip-hop depuis 30 ans, de la MAO, du collectif et tout ça, mais qui sont en train de mourir. Est-ce qu'elles sont intégrées dans ces schémas d'orientation ou pas du tout? Très bonne question qui fâche. Enfin, qui fâche pas, mais qui met en lumière qu'effectivement... Alors... Ce serait une longue histoire, qui est l'histoire un peu du ministère de la Culture, hein, comment on a séparé un peu ce qui faisait lien autrefois, et comment on a réussi à faire deux politiques qui se recoupent, mais qui sont pas ensemble, les enseignements artistiques et les pratiques amateurs. D'accord ? Alors que bon, pour moi, on parle exactement de la même chose, pas dans le même contexte. Mais on a pensé les enseignements artistiques à travers les schémas, à travers ce dispositif d'enseignement. Donc, voilà, des structures qui vont former donc quoi ? Des élèves. Okay, qu'on ne va pas nommer amateurs parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un gros mot dans le monde de la culture. Et du coup, à côté de ça, les collectivités départementales, c'est d'ailleurs très intéressant quand on étudie les budgets, on voit qu'il y a des lignes qui sont fléchées enseignement artistique, des lignes qui sont fléchées éducation artistique et culturelle et des lignes qui sont fléchées pratique amateur. Et là, on voit éventuellement des dispositifs qui relèvent du soutien aux structures d'éducation populaire, centres sociaux, MJC, etc., etc. Mais effectivement, un des enjeux, alors c'est un des enjeux, mais ça grince, ça coince, parce que ce n'est pas les mêmes cadres d'exercice professionnels, ce n'est pas les mêmes économies, ce n'est pas les mêmes légitimités politiques, mais on voit effectivement que si on veut penser une offre globale d'enseignement, il faut aussi intégrer des structures dans lesquelles il y a des enseignements artistiques, les MJC, les centres sociaux, etc. Donc, certains départements ont fait le pas déjà de dire schéma des enseignements artistiques et de l'éducation culturelle et des pratiques amateurs pour essayer d'avoir une vision globale, mais ça reste encore en devenir dans beaucoup de départements où comment on fait effectivement ces lieux de pratique qui touchent aussi un public différent, qui sont dans des territoires différents, comment on peut les intégrer à cet ensemble global. Pour moi, ça reste encore un avenir. Merci Caroline et Aurélien pour la grande qualité de vos interventions.